Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 28 de Vivant, Rite funéraire, mode d'emploi, avec Manon Moncoq. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui mon invité sera Manon Moncoq. Manon est anthropologue et avec elle nous allons faire un petit voyage à travers le temps et les rites funéraires. Du Moyen-Âge jusqu'à ce jour, nous évoquerons les évolutions et les bouleversements des rites funéraires en France et nous parlerons des évolutions qui nous attendent dans un futur pas si éloigné de nous. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Manon Moncoq. Bonjour Manon, bienvenue dans Vivant. Comment vas-tu déjà ce matin ? Bonjour Teddy, je te remercie beaucoup de ce moment d'échange, ça va être extrêmement intéressant. Je suis en pleine forme et j'ai hâte de partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir jusqu'à aujourd'hui sur la mort et le rapport qu'on en a. Super, donc ça va être le sujet effectivement de l'épisode du jour, de voir un petit peu l'évolution de nos morts et de la mort à travers les siècles et les années. Voilà, donc épisode culture aujourd'hui, culture générale. Manon, avant de commencer, d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais simplement te présenter ? Avec plaisir. Je m'appelle Manon Moncoq, je suis anthropologue du funéraire et de l'environnement. Je suis aussi doctorante. Je réalise une thèse d'anthropologie sur les funérailles écologiques. Et en parallèle, j'ai développé une activité de consultante pour conseiller différents organismes sur différentes conférences, s'ils veulent, pour en savoir plus sur la mort, notre rapport à la mort actuelle, passée, future, et puis pourquoi pas proposer différents projets pour les familles ou pour les entreprises elles-mêmes. Je te remercie. Alors du coup, anthropologue du funéraire, tu es assez jeune. Rappelle-nous ton âge, Manon. J'ai 26 ans. Alors du coup, voilà, anthropologue funéraire à 26 ans. Un mot juste sur ton parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a fait que voilà, tu t'es intéressé très vite à ce sujet ? Comment t'en es venu à ce métier, à cette profession ? Oui, j'ai un intérêt pour le funéraire depuis vraiment toute petite. En fait, à l'âge de 3 ans, ma grande sœur m'a emmenée, au musée du Louvre et apparemment, il s'est passé quelque chose quand j'ai vu la momie qui était exposée et depuis, j'ai vraiment, eu beaucoup d'intérêt, notamment pour, l'Égypte et mon grand-père maternel était quelqu'un de très érudit et en fait, il m'a offert énormément de livres, sur, l'Égypte, notamment, qu'il appréciait, beaucoup. Et donc, je voulais être archéologue comme peut-être beaucoup d'enfants. Mais vers mes 10 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas très patiente et que l'archéologie, c'était peut-être pas ce qui me correspondait le mieux. Et dans un livre pour enfants qui présente les métiers à archéologue, à la fin, il y avait découvrir aussi le métier d'anthropologue. Donc, je suis allée lire la petite fiche métier dans ce livre. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ça a l'air génial comme métier. Moi, je vais être anthropologue et je vais étudier les rites funéraires dans le monde. Donc, j'ai réussi à faire un parcours scolaire qui m'a permis d'accéder jusqu'à l'université. Et je suis arrivée à l'université en première année de licence de sociologie anthropologie. Je me suis dit, bon, bah, ok, mais déjà, intéresse-toi à ce qui se fait chez toi, en bas de chez toi, dans ton pays. Comment on appréhende la mort, comment on gère les morts aussi. Et donc, j'ai pu faire un stage dans une entreprise de pompes funèbres. Et là, ça a été un coup de foudre en fait, comme on peut en avoir en amour, mais avec un métier, avec un univers, avec des professionnels. Et je me suis dit, ok, bah voilà, maintenant je vais étudier la mort en France, les pompes funèbres. Et voilà, tout au long de mon parcours universitaire, j'ai étudié d'un point de vue sociologique et anthropologique le rapport à la mort qu'on pouvait avoir à travers le métier des pompes funèbres, les cimetières, la crémation et autres. Et aujourd'hui, je suis arrivée jusqu'en doctorat. Ok, merci pour ça, Manon. Alors, du coup, on a dit qu'on va parler de l'évolution de la mort et de nos perceptions de la mort dans notre société, donc en France. Euh, Allez, t'as envie de commencer par où ? Ça commence quand ? Alors, je pense qu'en fait, vraiment pour comprendre la place qui est réservée à nos morts, mais aussi à la mort
dans notre quotidien et dans notre société occidentale aujourd'hui, de l'inscrire en fait dans un mécanisme qui est beaucoup plus long. Arrivé au début du Moyen Âge, je trouve que ça nous permet d'avoir une visibilité assez intéressante. Puis il y a plein d'évolutions qui se sont passées pendant cette période jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, à partir du 5e siècle, ça me semble intéressant. Eh ben allez, on commence. Donc 5e siècle, Moyen Âge, je t'écoute. Merci Teddy. Donc pour ça, en fait, je me base très, vraiment essentiellement sur les travaux d'un grand historien que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Philippe Ariès, et qui a fait un travail énorme d'analyse et de structuration un peu de notre rapport à la mort du Moyen Âge à aujourd'hui, avec énormément d'archives pour ça. Et donc, il a théorisé des grandes périodes de notre rapport à la mort. Et la première, en fait, s'intitule La mort apprivoisée. Elle est datée entre le 5e et le 18e siècle. Et donc, Philippe Ariès, en fait, pour lui, l'exemple type de l'attitude traditionnelle occidentale face à la mort est en fait celle de Roland, qui est décédé en 778. Et donc, c'est une mort qui est apprivoisée, qui est à la fois familière, proche, mais aussi indifférente. C'est une mort qui est attendue. En fait, on ne meurt pas sans savoir qu'on va mourir. C'est une mort aussi qui est incorporée. La cérémonie du mourant, en fait, elle est présidée par le mourant lui-même, qui connaît le protocole. C'est lui qui accomplit justement les derniers actes du cérémonial traditionnel. Mais c'est aussi une mort qui est publique, en fait, et collective. On entre librement dans la chambre du mourant, et c'est extrêmement important que les parents, que les amis, que les voisins, et même que les enfants soient présents pendant ce cérémonial. Et c'est aussi une mort qui est ordinaire. Les rites de mort, ils sont simplement acceptés et accomplis de façon certes cérémonielle, bien sûr, c'est quand même une mort, une disparition d'un membre de la communauté, mais ça reste simple et il n'y a pas de caractère dramatique en fait à cet événement. Il n'y a pas de mouvement d'émotion excessif. Et ce qui est très intéressant, pardon, c'est que face à cette attitude traditionnelle devant la mort, il correspond aussi une attitude symétrique devant les morts. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a un rapprochement qui s'effectue entre les vivants et les morts, entre les habitations et les sépultures. C'est à ce moment que les cimetières réintègrent en fait le cœur des villes. Mais cette promiscuité, on le verra un petit peu plus tard, elle sera rejetée en fait 13 siècles plus tard et on le voit encore aujourd'hui dans nos sociétés. Donc on est vraiment voilà, sur une approche de la mort très collective, en fait, où la part individuelle n'existe absolument pas. C'est vraiment, voilà, je me perds moi en tant que membre d'un collectif, mais pas en tant qu'individu. Absolument, voilà. Et Et le collectif, en fait, se remettra très bien de cette disparition parce qu'il est telle puissance qu'on accompagne l'individu, mais ce n'est pas grave. oui, la collectivité continue à évoluer malgré la perte d'un membre, en fait. On est vraiment sur, comme si, oui, comme si cette perte-là, c'était juste une statistique et pas une vraie personne, entre guillemets. Absolument. OK, super. Et du coup, à partir de il y a eu à partir de quand on a vu, une évolution, en fait? Parce que je suppose que ça s'est un petit peu dégradé si on en est là où on en est aujourd'hui? Donc effectivement, en fait, cette mort apprivoisée, elle perdure jusqu'au XVIIIe siècle. Après, il y aura des bouleversements plus importants. Mais Philippe Ariès a remarqué que dès le XIIe siècle, en fait, il y a de subtiles transformations qui commencent à faire leur apparition. Et c'est ce qu'il appelle la mort de soi, donc qui débute au XIIe siècle. Et c'est notamment en fait par l'arrivée du souci de la particularité de chacun. Alors que la mort apprivoisée était en fait synonyme d'acceptation de l'ordre de la nature, voilà, on doit tous mourir, c'est comme ça, il n'y a rien de dramatique à cela. À la fin du Moyen Âge, il y a un déplacement de la conception collective de la destinée à l'individu. L'homme, en fait, d'Occident reconnaît l'importance de sa propre existence. Donc là, ça va bouleverser un petit peu le rapport justement à la mort qu'on a. Mais il y a aussi un autre événement qui est important, c'est le déplacement du jugement à l'heure de la mort. Le jugement n'a pas lieu en fait à la fin des temps, mais véritablement au moment de la mort. Et donc, si la mort au lit était un rite essentiellement collectif, comme nous venons de le voir dans la mort apprivoisée, elle prend en fait une tournure beaucoup plus individuelle au XIIe siècle. Et là, le rôle du mourant lui-même est renforcé dans la cérémonie de sa propre mort, qu'il continue bien sûr de présider, mais qu'il détermine par sa volonté à travers l'épreuve du jugement dernier. En fait, il veut tout faire
pour que le jugement dernier se passe du mieux possible. Et donc la mort devient le lieu où vraiment l'homme prend le mieux conscience de lui-même. Et donc là, justement, ce cérémonial commence à prendre un caractère dramatique. Ça se charge en émotions, ce qui n'était pas le cas juste avant. C'est le temps de l'emphase de la vie au moment de la mort. Et justement, c'est au même moment où apparaît l'individualisation des sépultures, ce qui n'était pas le cas forcément avant, et réapparaît les inscriptions funéraires. Elles conservent justement à la fois l'individu, la particularité de l'individu, son identité, mais aussi la mémoire du défunt. Donc on voit vraiment qu'il y a des transformations importantes qui ont lieu à ce moment-là. Et c'est là aussi qu'apparaissent les gisants funéraires ou encore le transit dans l'art et la littérature. Ok, donc du coup, là, le mort, enfin, le mort en tant qu'individu prend vraiment conscience, enfin, entre guillemets, de sa propre disparition et se dit, entre guillemets, voilà, avec les mots d'aujourd'hui, mais oh là là, mais je suis en train de mourir, c'est vraiment pas cool. Et le collectif, lui, reste figé, en fait, dans cette idée de, bah non, mais nous, enfin, c'est pas que ça nous concerne pas, mais voilà, on reste dans cette vision qu'on avait avant. Voilà, nous, ça va, on sait gérer, on est bien, on a de quoi faire, on t'accompagne, mais pour nous, ça change pas grand-chose. Mais pour le mourant, ça devient vraiment un moment avec énormément d'émotions et puis peut-être pas de regrets, mais voilà, qui est fort en émotions, fort en perspective, qu'il faut pas rater. Donc après, bah, 19e, je suppose, après le 18e, le 19, parce que là, à mon avis, il se passe un sacré paquet de trucs. Absolument. Et là, on rentre dans la période de la mort insupportable. Donc, ça débute du 19e siècle jusqu'à 1930. Donc là, il y a de profonds bouleversements qui ont lieu. L'homme tend à donner un nouveau sens à la mort. Et c'est là que les choses se renversent un petit peu. Et en fait, la mort devient une rupture, une véritable rupture. C'est en fait l'attitude des assistants, de ceux qui étaient présents, qui a le plus changé. Il y a une passion nouvelle qui s'empare d'eux. L'émotion les agite, ils pleurent, ils prient, ils gesticulent. En fait, ils refusent peu à peu la mort de l'autre, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Et donc, c'est ce qu'on appelle une exagération un petit peu du deuil qui a lieu à partir du 19e siècle et qui montre à quel point les survivants acceptaient justement plus difficilement la mort de l'autre et dont le regret et le souvenir qui apparaît inspire au 19e et au 20e siècle le culte nouveau des tombeaux, justement, et des cimetières. Et ce qui est hyper intéressant, ce que nous présente Philippe Ariès, c'est qu'il y a aussi toute une transformation qui est liée au testament à ce moment-là. Et ça fait aussi pleinement écho justement à tout ce développement des contrats obstacles, par exemple, que l'on a aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est vraiment un moment qui est très important dans l'histoire des attitudes devant la mort, parce que le mourant, il délègue désormais une partie des pouvoirs à ses proches. Et aujourd'hui, c'est pleinement le cas, en fait. Et c'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant. Alors que jusqu'alors, pour lui, c'était vraiment lui qui présidait ce cérémonial et ses dernières volontés. Il gérait tout un petit peu. Mais à partir de ce moment-là, en fait, les survivants gagnent en pouvoir et en rôle, en implication dans le rituel funéraire. Ils ne sont plus des figurants passifs, ils jouent un rôle vraiment primordial dans le cérémonial funéraire. Donc voilà, de grands bouleversements à partir du 19e siècle. Et juste avant que tu ailles plus loin, Manon, excuse-moi, comme on est en 1930, est-ce que selon toi ou selon ce que tes connaissances et ce que tu sais, est-ce que selon toi, il y a un lien entre cette future évolution dont tu vas nous parler, la mort interdite, et par exemple, bah, tu vois, une grande guerre, comme la Première Absolument. Guerre mondiale, etc. Il y a un lien entre les deux? Oui, je ne suis pas spécialiste de la question, mais évidemment que ça a été une telle épreuve pour l'humanité et de telles atrocités qui ont été vécues que ça ne peut pas laisser une société, une communauté sans marque, sans traumatisme. Et évidemment que ça change notre rapport à la mort. Et c'est vrai que le XXe siècle a quand même été bouleversé par deux guerres mondiales qui ont été atroces et on a perdu énormément de citoyens, de confrères. Donc ça a fortement influencé notre vision des choses aussi, bien sûr. Ok, donc tu C'est disais, important pardon, excuse-moi de... Mais du de coup, le tu disais soulever. la mort interdite, donc à partir de 1930, finalement, Oui, jusqu'à enfin, aujourd'hui, en fait?
Voilà, bien sûr, il y a des transformations qui ont lieu hein, Oui, bien sûr. depuis un siècle. Mais en fait, ce que Philippe Ariès aussi soulève, c'est que depuis le 5e siècle, les transformations étaient assez subtiles, elles se sont un petit peu étendues sur le long terme. Donc, ça s'est fait peu à peu. Sauf qu'à partir depuis 1930, c'est une révolution brutale. Et c'est là, en fait, où ça change tout. Une révolution brutale des idées, mais aussi des sentiments traditionnels face à la mort. Les perceptions contemporaines de la mort et les usages qu'elle engendre, mais aussi bien sûr vice-versa, sont en fait là l'image inversée, le négatif du rapport qu'entretenaient traditionnellement les sociétés occidentales avec le mourir. La mort devient honteuse et un petit peu sujet d'interdit. Avant, elle était vraiment familière, mais là, elle va s'effacer et disparaître de nos quotidiens, de nos villes, de nos discussions aussi, à travers différents mécanismes qui vont se mettre en place. Et il y en a plusieurs, hein. Notamment, il y a une véritable volonté d'épargner le malade et la société. Donc, ça s'inscrit dans la tolérance, en fait, dans la continuité, pardon, de l'intolérance à la mort de l'autre et de la confiance nouvelle du mourant dans son entourage. En fait, les proches, ils souhaitent vraiment épargner le mourant, le malade, et ils veulent prendre en charge son épreuve en lui cachant la vérité. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes qui est très intéressant. Et puis, en fait, en raison d'un sentiment différent qui est caractéristique de la modernité, ce n'est plus au mourant lui-même qu'il faut éviter le trouble de l'émotion trop forte, en fait, qui était le cas au moment de la mort de soi. Euh, une émotion trop forte causée par tout simplement en fait la laideur et l'agonie et la simple présence de la mort, mais c'est vraiment à l'entourage, à la société tout entière qu'il faut éviter justement cette émotion trop forte. Parce que dans cette modernité, dans ce contexte de modernité, il est admis que la vie, elle est toujours heureuse. Elle doit être toujours heureuse et elle doit toujours en avoir l'air, tout du moins. On doit alors vider les rites de mort de leur charge dramatique. C'est au moment même que naît une hausse en fait de la répugnance à la matérialité que sont les morts, ce qui n'était pas le cas avant. On acceptait voilà, le début de la thanatomorphose, des signes qui apparaissaient sur le mourant lui-même. C'était quelque chose qui était admis, accepté. Mais au fur et à mesure, en fait, ça a disparu de nos conceptions, mais aussi de notre acceptation d'un point de vue. Ça devient intolérable de le voir et de le sentir. Et il y a aussi un autre mouvement qui est important, qui est la médicalisation de la mort. Jusque dans les années 70, il faut savoir que la plupart des morts avaient lieu à domicile. C'était quelque chose de normal au milieu de ses proches, de ses voisins. Elle concernait plus de 75% des décès. Mais en fait, à partir des années 80, eh ben, ça s'inverse totalement. Et aujourd'hui, en fait, moins de 30% des personnes décèdent à leur domicile. Et donc, ce déplacement du lieu de la mort va profondément accélérer le processus tout simplement de mise à distance, en fait, du mort et de la mort. On ne meurt plus chez soi au milieu des siens, mais on meurt seul à l'hôpital. Et donc, ce n'est plus aussi l'occasion d'avoir tout un cérémoniel adapté à ce moment-là où le mort préside au milieu d'une assemblée. Ce n'est plus possible à l'hôpital. Ça devient un phénomène en fait technique qui est obtenu tout simplement, généralement, par l'arrêt de soins, en fait. Et donc, cette mort, elle est décomposée, elle est morcelée en une série d'étapes dont on ne sait plus véritablement laquelle est la mort vraie, finalement. Celle où on a perdu la conscience ou bien celle où on a perdu le souffle, ça devient une question presque philosophique. Et donc, tout ça s'intègre dans un mouvement d'expulsion de la mort, en fait. L'interdit de la mort succède bien tout d'un coup à une très longue période de plusieurs siècles où la mort était un spectacle collectif, visible de tous, public, auquel nul n'aurait eu l'idée de dérober. C'était impensable de ne pas aller voir son voisin ou son proche en train de mourir chez lui. Mais aujourd'hui, en fait, on est très peu à vivre ces moments-là. En fait, les rites funéraires, ils sont modifiés parce que les rites funéraires sont très larges de l'avant-mort à l'après-mort.
On essaye de faire disparaître le corps le plus vite possible. Il faut que les proches, les voisins, la famille, les enfants surtout s'aperçoivent le moins possible que la mort est passée. Et puis, l'émotion, bien sûr, doit être contenue et limitée. Il n'y a plus de condoléances, par exemple, en tout cas très peu à la fin des services d'enterrement. On ne porte plus de vêtements sombres, on n'apporte plus de comportements différents à la suite d'un mort d'un proche. Donc toute cette évolution, finalement, elle est très liée à notre rapport, au rapport de la société au corps. Enfin, moi, j'en ai parlé on en a parlé dans un épisode, bref, sur un autre sujet. Mais moi, personnellement, tu vois, le rapport que j'ai au corps est très difficile. Même en travaillant Mm. entre guillemets au contact de familles endeuillées, etc., dans cet accompagnement-là et dans cette proximité-là, tu vois, en tout cas aujourd'hui, je ne me sentirais pas à assister à un soin de thanato, par exemple, etc. Tu Mm. vois, le rapport au corps, il est quand même assez, pour moi en tout cas, délicat. Et vraiment, je ne pense pas être le seul. Donc l'évolution de la Absolument. société, elle est clairement liée au rapport au corps. Donc tu as dit un mot, tu vois, tu as parlé de rituels ancestraux au tout début, Mm. Moyen Âge, etc., et de maintenant ce qu'on fait, cette Mm. médicalisation. Est-ce que tu veux nous en dire un mot de cette évolution et de comment on est arrivé au-delà de ce que tu viens de décrire, mais vraiment sur l'aspect rituel, quelles Mhm. évolutions il y a eu et comment on ritualisait à l'époque et comment on ritualise plus maintenant. Voilà, la Avec phrase, l'intro la plaisir. plus longue du monde. Désolé. En fait, c'est exactement ça. C'est que la première euh, matérialité de la mort, c'est le corps, en fait, le corps mort, le cadavre. Et au fur et à mesure des siècles, il tend à disparaître, à être effacé, ou tout du moins, en tout cas, à vraiment effacer les stigmates de la mort. Donc, ça va être voilà, le processus de thanatomorphose qui est visible très, très rapidement. Et aujourd'hui, enfin depuis les années 70, il y a de nouveaux rituels qui sont apparus sur le corps mort, qui s'appellent les soins de conservation ou soins de thanatopraxie. Et donc ça a vraiment bouleversé notre rapport à la mort et au corps, parce qu'en fait, pendant très longtemps, il y a eu une toilette funéraire qui avait lieu, bien sûr, c'est toujours le cas. Mais avant, c'était quelque chose d'extrêmement important. C'est une tradition qui se veut ancestrale. De tout temps, les hommes ont fait des toilettes funéraires à leurs défunts. Donc ça consiste à soigneusement laver et habiller le défunt. Parfois, bien sûr, on va le coiffer, le maquiller aujourd'hui et par exemple obstruer ses orifices. Mais en fait, c'est un passage, un rituel de passage extrêmement fort entre le monde des vivants et celui des morts. C'est un petit peu une phase de marche dans les rituels de passage qui sont expliqués par Arnold van Gennep. En fait, la toilette funéraire, elle fixe véritablement la mort. Elle marque le fait que la personne n'est plus vivante. Ça, il faut l'accepter, elle n'est plus vivante. Mais si elle n'est plus vivante, il faut qu'elle soit quelque chose. Et donc, il faut qu'elle passe au statut de défunt puis d'ancêtre. Et donc, il y a ce moment un petit peu de latence où elle n'a pas encore tout à fait accédé au monde des morts, mais elle a quitté le monde des vivants. Donc, on va faire cette toilette où justement, ça va laisser le temps de cette transition pour que le mort et à la fois la communauté euh, fassent cette transition entre le monde des vivants et le monde des morts. Ça annonce en fait la séparation qui va être à venir, où ça y est, la personne n'est plus vivante, elle va pouvoir enfin partir de notre communauté, du monde des vivants et accéder au monde, au prochain monde qui est le monde des défunts. Alors qu'en fait, les soins de conservation, alors il n'y a pas encore de statistiques très précises sur le sujet, mais ils sont estimés environ à 45% des décès, donc quasiment un défunt sur deux a des soins de conservation. Eux, ils visent vraiment à retarder le processus de décomposition du corps en procédant en fait à un drainage des liquides et des gaz du corps par injection d'un produit biocide de remplacement. Donc là, en fait, on ne fixe plus du tout la mort. Au contraire, on la met à l'écart, on la met de côté le temps que la sépulture ait lieu. Et ça va être un procédé qui va être intrusif, contrairement à la toilette funéraire qui va être plutôt un procédé de surface.
Mais en fait, le thanatopracteur, il vient préparer le corps à la vue des proches. Les proches qui ne sont plus habitués à voir justement la thanatomorphose arriver, ils doivent être protégés de la simple présence de la mort et d'une émotion trop forte. Donc ça vient un peu border, accompagner, préserver les survivants. Donc ça, ils ont un rôle extrêmement important. Mais en fait, en passant de la toilette funéraire traditionnelle, qui était généralement d'ailleurs assumée par les femmes de la famille, ou une toiletteuse, à la thanopraxie, c'est l'univers même de la mort qui est renversé. En fait, il devient technique et aseptisé. Il n'y a plus de symbolique derrière tout ça. Et puis avec tout ça, bien sûr, il y a l'arrivée des maisons funéraires ou salons funéraires. Donc là, le mourant, ça y est, il a totalement quitté la maison, il meurt à l'hôpital. Et puis, il faut qu'il soit conservé et reposé en attente de sa sépulture. Mais donc, il va être pris en charge par une profession, des soins de conservation et une maison funéraire. Là encore, ça va être un milieu technique spécifique euh, qui prennent en charge le défunt. Et en fait, dans toute cette période-là, c'est le théâtre des funérailles qui disparaît aussi. Et puis, ben, le corps mort, il fait son entrée dans le champ des services funéraires. Il y a tout un service qui se développe, un service professionnel, alors que jusque-là, c'était la communauté, ou en tout cas l'Église, qui prenait en charge le défunt. Là, la pompe et ses entrepreneurs spécialisés se transforment en une prestation de service aux morts, aux défunts, là où il y avait initialement une mise en scène de la mort. Et c'est là, en fait, où de grandes transformations ont lieu. Il y a des installations et des équipements complexes qui se mettent en place, qui sont dédiés, en fait, au traitement et à la gestion des défunts. L'entrepreneur de pompe funèbre n'est en fait plus un marchand d'accessoires scéniques, mais vraiment un professionnel de la prise en charge du corps défunt, qu'il s'est approprié au détriment des proches et de la société, mais tout simplement parce que les proches et la société n'étaient plus capables de le faire pour les différentes raisons qu'on avait évoquées aujourd'hui. Et on le remarque bien aujourd'hui quand il y a encore des décès effectivement qui ont lieu à domicile. Les familles sont généralement complètement déboussolées et terrorisées à l'idée d'avoir un défunt dans leur maison, et il faut qu'il soit extrêmement vite pris en charge par les professionnels qui, eux, ont l'habitude et savent comment réagir. Et du coup, aujourd'hui, ça fait qu'on ne sait plus, avec cette habitude-là, c'est parce que finalement, c'est une habitude qu'on a pris maintenant, c'est plus, tant une peur ou une crainte profonde, je pense. C'est plus on a pris l'habitude de, «Tiens, j'ai un mort, Mhm. voilà, je découvre un mort à la maison, j'appelle tout de suite, Mhm. tu vois, l'hôpital, les pompiers, des professionnels et cetera». C'est le premier réflexe qu'on aurait avant même de se questionner, sur, quoi que ce soit. C'est devenu vraiment une Bien habitude. sûr. C'est devenu une habitude, et parce qu'on a été totalement désinvesti de tout ça. Après, d'un point de vue anthropologique, le corps mort fait peur. Il est sujet à plein de questionnements, d'interrogations, d'angoisses. Et puis, il y a bien sûr les questionnements liés à la contagion. Même si un corps mort est peu contagieux, il y a quand même des risques, effectivement, mais ils sont très minimes. Mais ça va être plus de l'ordre de l'imaginaire. Donc, il faut que les proches soient accompagnés. Et aujourd'hui, bah, le seul accompagnement qui est possible, c'est les pompes funèbres. Mais il pourrait être tout à fait faisable de garder le corps à domicile avec, bien sûr, quelques précautions, de défectuer encore la toilette funéraire de son proche, etc. Mais on en serait tous incapables parce que on ne sait pas comment faire, on en a peur et on n'a pas effectivement l'habitude de cela. OK. Et du coup, dans pareil, la prise en charge du corps, donc l'après, Mmh. on avait, jusqu'à très peu de temps, la crémation, par exemple, n'existait pas. Là, aujourd'hui, on va sur, il y a des voilà, des réflexions aujourd'hui ou des débats, sur, l'humusisation, par exemple, ou sur, même aux États-Unis, on parle d'aquamation, on parle Oui. d'évolution aussi sur cette évolution dans la prise en charge du corps après la cérémonie. Hem, Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce sujet ou pas? Oui, la crémation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que ça a transformé, là encore, énormément notre rapport au corps mort. Et ça reste le sujet central de notre rapport à la mort, effectivement. Et
Il faut savoir que jusque dans 1887, il y avait qu'un mode de sépulture qui était autorisé en France depuis très longtemps, c'était l'inhumation. Et la loi sur la liberté des funérailles a autorisé la crémation, mais il faut savoir qu'en fait, il a quand même fallu 2 ans pour que la première crémation ait lieu. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, c'est l'une des premières fois où la loi a été en avance par rapport aux pratiques. Généralement, c'est l'inverse. C'est parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, que la loi change et se dire bon bah voilà, il faut que la loi s'adapte aux pratiques, etc. Alors que là, la loi s'est dit bon, on va autoriser la crémation, mais en fait, il a fallu 2 ans pour que les Français s'adaptent à cette nouvelle loi et puissent commencer la crémation. Et en fait, c'est resté quand même très minoritaire jusqu'à la fin du XXe siècle. Et il aura fallu notamment 1963 pour que l'Église catholique ne mette pas de restrictions quant au choix de la crémation pour leurs fidèles. Et aujourd'hui, ça concerne près d'un décès sur 3 et près de la moitié des convois dans les grandes villes, notamment à Paris. Mais c'est quand même 2 modes de sépulture qui sont extrêmement différents. L'inhumation, elle consiste à mettre en terre le défunt, qui est généralement interprété comme un retour à la terre, par exemple, et on le voit avec les funérailles écologiques, et aussi au culte du tombeau, bien sûr, parce qu'il y a un lieu spécifique qui est dédié à la mémoire. Mais elle renvoie aussi à un certain imaginaire, celui du ventre maternel ou celui de la régénération, pardon. Mais de l'autre, elle peut aussi faire écho à un processus long de putréfaction qui fait peur, qui terrorise, voire d'abandon du défunt face à sa lente transformation à venir. Et de l'autre côté, on a la crémation qui véhicule peut-être elle aussi une idée purificatrice, qui anéantit à sa source justement le processus de putréfaction. Euh, mais en fait, les cendres, donc ça, c'est important de le dire. Les cendres, ce n'est pas des cendres d'un point de vue comme une cheminée ou un barbecue, si je puis dire, mais c'est vraiment en fait le reste des os qui n'ont pas brûlé, qui sont récupérés et qui sont broyés. Donc les cendres, en fait, c'est du calcius, tout simplement. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'était le défunt quelques heures juste avant. Donc c'est extrêmement violent parce qu'en très peu de temps, le corps qui avait une certaine corpulence, une certaine taille, un certain poids, devient ce petit amas de cendres qui tient dans une petite urne. Donc ça peut être très bouleversant pour les familles. Et puis, euh, la crémation, donc effectivement, ça reste très choquant, mais elle renvoie aussi à une certaine mesure de maîtrise, en fait, de ce processus de putréfaction, de ce processus biologique d'anéantissement qui empêche voilà, la lente dégradation de la matière qui l'accompagne. Mais en fait, je pense que c'est important d'avoir en tout cas au moins 2 modes de sépulture de proposer, parce que dans les deux cas, il y a des choses qui parlent aux familles ou en tout cas aux futurs défunts, et de l'autre, il y a des choses qui peuvent être très traumatisantes. Moi, dans mes entretiens, il y en a plein qui disent ah non, 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 moi je veux surtout pas être enfermée sous la terre, je suis claustrophobe, mais de l'autre côté, je supporte pas la chaleur. Donc ça ne convient, ni l'un ni l'autre ne convient finalement à la personne. Elle a du mal à se projeter dans sa mort, ou même pour les familles, c'est difficile de savoir que son corps de son défunt peut pourrir sous terre ou brûler dans les flammes. Voilà, ça reste violent dans les deux cas. Et donc, il y a de nouveaux modes de sépulture qui ont été proposés. Et ça, c'est d'un point de vue de l'histoire de l'humanité que je trouve extrêmement intéressant, qui sont notamment aujourd'hui l'aquamation et le procédé recompose, notamment aux États-Unis. Et donc, du coup, ouais, tu parles donc aquamation, comme on disait, humicisation, etc. Donc, c'est en quoi ça consiste pour ceux qui ne sont pas du tout, pas du tout connaisseurs, en tout cas, qui n'ont jamais entendu parler de ça déjà, en 2 mots. Et puis, est-ce que tu penses qu'on y arrivera un jour? Donc effectivement, il y a différentes innovations qui ont été mises en place
assez récemment, ça date de ces 20 dernières années, grand maximum. Donc, il y a des nouveaux modes de sépulture qui ont été inventés. Il y en a certains qui ont été légalisés, donc c'est tout à fait, je trouve, incroyable. Et d'autres qui sont en cours ou qui sont peut-être qui le seront dans le futur. Donc, l'un des premiers à être légalisé, c'est effectivement l'aquamation, qui est commercialisé sous le nom aux États-Unis de résomation. Et donc, en fait, c'est une crémation par l'eau. On va placer le corps du défunt, donc sans cercueil, par contre, dans une grande cuve et dans une solution en fait alcaline. Donc, c'est une solution qui est un petit peu acide au niveau du pH et qui va décomposer les parties molles du défunt, donc les chairs, les tissus, les organes, comme pourrait faire en fait le feu pour la crémation. Et il va rester à la fin de ce processus seulement les os qui vont, comme pour la crémation, être récupérés, broyés et rendus sous forme de cendres à la famille dans une urne généralement. Mais ce qui est un petit peu peut-être déroutant pour cette pratique, c'est qu'en fait, ce processus a lieu dans une cuve remplie d'eau et cette eau va être remise dans le circuit classique de l'eau courante. Et donc ça, c'est assez... ça questionne beaucoup, en tout cas moi d'un point de vue anthropologique, ça me passionne, parce qu'en fait pour beaucoup, ça va être impensable ensuite de boire de l'eau du robinet, parce que pour eux, il y aura plein de morts dedans. Mais en fait, la solution est tellement acide qu'il n'y a plus aucune trace ADN dans l'eau. Donc d'un point de vue scientifique, l'eau est aussi pure que s'il ne s'était rien passé. Mais après, bah voilà, d'un point de vue symbolique, imaginaire, ça pose quand même question. Et il y en a même qui m'ont parlé aussi de l'histoire de la mémoire de l'eau, comme quoi l'eau aurait une mémoire. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc, mais pour certaines personnes qui sont plus à l'aise dans l'eau, par exemple, c'est un processus qui peut être extrêmement intéressant. Et puis, il y a certains scientifiques qui proposent, par exemple, soit dans le circuit clos, soit de mettre cette eau au profit de champs, etc., etc. Donc ça, c'est légalisé Donc ça, c'est dans plusieurs... légalisé aux États-Unis, en tout cas, dans plusieurs Voilà, États. Ouais. dans plusieurs États et au Canada également, dans Et au plusieurs États du Canada. Canada. Ok. Et plus près de nous en France, parce que je pense que l'aquamation, c'est pas encore rentré dans les discussions, ni dans les débats, ni ci, ni ça, mais l'humusisation, par contre, il y a des pétitions, il y a des associations qui militent pour une acceptation, en tout cas une légalisation de cette pratique, notamment pour des motifs écologiques, mais on en discutera Absolument. tout à l'heure. Mais en quoi ça consiste rapidement, cette pratique? Et donc l'humusation, c'est un procédé qui L'humusation, a... pardon, oui, l'humusation, pardon. Ah, pas de mal, c'est compliqué tous ces nouveaux termes. C'est un procédé qui a été pensé en Belgique et qui consiste en fait à placer le corps du défunt nu sous un tas d'humus. Et ce tas d'humus va en fait empêcher le processus de putréfaction du défunt. Tous les petits organismes qui sont présents, naturels, qui sont présents dans l'humus, vont venir en fait se nourrir du corps. Et donc, je crois que c'est en moins de 3 mois, il n'y aura plus que le squelette du défunt. Donc, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans nos cimetières, ça n'arrive jamais. Les corps ont beaucoup de mal à se décomposer. Et ensuite, les os vont être récupérés, ils vont être broyés comme pour la crémation, ils vont être remélangés à l'humus. Et ce qui fait qu'en un an, il n'y aura absolument plus aucune trace du défunt. Et le but, c'est de récolter, je crois que c'est 1 m3 de tas de compost sain et fertile. Et donc, par exemple, de l'utiliser pour nourrir une forêt du souvenir, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement pensé et réfléchi en Belgique. Ça n'a pas encore été légalisé. Il y a, par exemple, par contre, une société dans l'État de Washington, aux États-Unis, qui a pensé ce même processus, mais de façon beaucoup plus technique, où en fait, ce processus-là a lieu dans une cuve avec de la pression, de la chaleur, enfin, voilà, quelque chose de beaucoup plus vraiment voilà, technique, et qui a été légalisé il y a peu dans l'État de Washington. Mais c'est le seul endroit où c'est le cas, puis c'est voilà, peut-être une idéologie qui est différente aux États-Unis.
Et en France, il y a de plus en plus de mouvements qui se mettent en place pour réfléchir à pouvoir mettre en place voilà, ce procédé-là, ce nouveau mode de sépulture, mais il soulève énormément de questions, qu'elles soient légales, enfin, législatives, éthiques, morales, techniques, scientifiques. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas se presser pour le mettre en place et le légaliser, parce qu'on ne peut pas, on ne badine pas avec les morts et la mort est notre. Petite, du coup, avant de conclure, petite parenthèse, du coup, culture. Est-ce que toi, tu aurais voilà, des souhaits de partage de ressources ou de livres, de documentaires, etc., que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent? Avec plaisir. Je pense notamment à différents livres anthropologiques qui peuvent apporter un regard différent peut-être sur notre propre conception de la mort, que ça soit dans une perspective spatiale ou temporelle. Il y a un anthropologue que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Louis-Vincent Thomas, qui a écrit énormément d'ouvrages sur la mort, que ce soit Anthropologie de la mort, Rite de mort pour la paix des vivants, par exemple, ou Chair de mort aussi, je crois. Il était aussi spécialisé sur l'Afrique, donc il y a énormément de comparaisons sur les rites africains qui... on apprend d'autant mieux sur soi-même en comparant avec les autres, donc c'est vrai que l'anthropologie peut apporter quelque chose d'intéressant là-dessus. Il y a aussi tous les livres sur les métiers de croque-mort, par exemple, qui sont assez présents, qui notamment écrits par Guillaume Bailly, qui peuvent être intéressants pour connaître un petit peu ce milieu. Ils jouent un rôle fondamental dans notre société, les croque-morts, comme on les appelle souvent, et ça peut être intéressant de s'immerger un petit peu dans leur... s'immiscer un petit peu dans leur univers pour comprendre ce qu'ils vivent et le rôle qu'ils jouent. Il y a aussi un livre passionnant que j'ai énormément apprécié, qui s'appelle Croque-mort pour une anthropologie des émotions, écrit par Julien Bernard, qui est vraiment facile à lire et qui permet de se rendre compte d'un petit peu de tout ce qui se passe dans les entreprises de pompes funèbres. Et C'est un puis, super bouquin, hyper accessible, vraiment hyper accessible, mais très que très. tu as lu. Oui, oui, que j'ai lu. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur le Incroyable. sujet et qui est passionnant, qui est vraiment passionnant. Qui est vraiment passionnant. Julien Bernard, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un homme adorable et je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses par l'approche des émotions sur cet univers-là. Et puis, si on se questionne sur ses propres funérailles, ce qui est important, on peut tout à fait se référer au livre de Sarah Dumont, Un enterrement comme je veux, par exemple. Ok, je te laisse, voilà, je te laisse peut-être le mot de la fin ou en tout cas carte blanche. Par quoi aimerais-tu, voilà, finir cet épisode? Il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Comme je disais, on a un rapport ambivalent, voire conflictuel, avec la mort et les morts aujourd'hui pour de nombreuses raisons, comme celles que j'ai évoquées dans ce podcast. Et en fait, la modernité a vraiment provoqué dans notre société occidentale une faillite des conduites symboliques, et notamment, bien sûr, pour les rites funéraires. La science et la technique, qui étaient censées fournir des réponses de mieux en mieux ajustées à tous les problèmes, ont en fait tendance à plutôt agir sans fioriture, de manière strictement pragmatique. Ça crée une panne de symbolique dans notre quotidien. Il y a de vrais facteurs de déritualisation, de désocialisation de la mort, mais aussi d'escamotage des morts. Et donc, il serait intéressant de pouvoir penser à différents moyens pour remédier à ce rapport conflictuel à la mort et aux morts. Il faut redonner du sens à tout ça, donc je pense notamment à essayer de retravailler pour ritualiser nos rites funéraires avec la montée des cérémonies civiles, par exemple. C'est les personnels des pompes funèbres qui prennent en charge cet événement-là, mais ça fait beaucoup sur leurs épaules. Ils n'ont peut-être pas forcément tous les outils pour y arriver. Donc on peut, nous, en tant que proches et familles, essayer de donner du sens à ces cérémonies civiles. Et puis aussi essayer de retravailler pour se resocialiser face à la mort, peut-être appréhender plus facilement les mourants, son défunt lorsqu'il est mort, essayer de peut-être s'investir sur la toilette funéraire si on en a le courage, ou essayer de le toucher, pourquoi pas de l'habiller aussi. Et puis, pourquoi pas participer à des cafés mortels,
qui se développe dans toute la France, qui facilite, qui donne vraiment un espace et un temps pour parler de tout ça, ce qui est moins le cas dans notre quotidien. Et ça peut apporter, je pense, beaucoup de choses bénéfiques. Et puis, n'ayez pas peur de penser à vos funérailles. Plus c'est fait de notre vivant, plus ça sera facile à aborder, je pense. Merci. Je confirme. Eh ben, écoute, merci beaucoup Manon. Merci beaucoup pour cet épisode. J'espère que vous qui écoutez avez appris des choses, que ça vous a inspiré, que ça vous donne matière à réflexion pour vous-même et pour vos proches et pour la suite. Donc voilà, cet épisode a été enregistré, je vais le dire parce que comme c'est un peu en propos, le 4 octobre. On finit l'enregistrement à 10h38. Si vous l'écoutez plus tard, forcément, peut-être que ça aura évolué d'ici là. Et si c'est dans quelques années que vous l'écoutez, eh bien, peut-être que ça aura évolué et on verra dans quel sens. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup Manon. Je te souhaite une très très belle journée et prends soin de toi. À bientôt. Merci Teddy. À très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et Instagram au compte Vivant Podcast. Pour le reste, eh bien, comme d'habitude, j'aimerais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à découvrir Vivant, que ce soit sur les différentes plateformes de podcast et de streaming, mais également sur YouTube, où vous êtes également de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à vous abonner et à suivre l'évolution du podcast. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.